Salut pirates et corsaires, ici GM avec le chapitre 909 de One Piece. Ce chapitre-là était incroyablement magnifique. Premièrement, on a exploré le passé de Barbe Blanche et on a pu revoir Marco, Dieu merci. Finalement, nous entrons officiellement dans l'arc, dans la saga de Wano. Dieu merci, enfin. On a entendu ça depuis quoi? 1 an et demi, 2 ans même, mais vous savez quoi? La patience est une vertu, on y est. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rappeler qu'il est très important d'encourager l'industrie du manga en vous procurant les sorties officielles. Parce que il y a beaucoup de personnes qui mettent beaucoup d'efforts pour ces petites merveilles. Vous pouvez vous les procurer à votre librairie locale, excusez-moi. Vous pouvez vous les commander en ligne ou encore mieux, vous pouvez télécharger légalement les copies numériques. Elles sont encore moins chères. Nekomamushi est non seulement un navigateur hors pair, mais il est finalement arrivé à la terre natale de Barbe Blanche, où se trouve son ancien bras droit, Marco, le Phénix. Il a laissé ses gardiens à l'extérieur parce qu'il ne voulait pas créer la panique dans un lieu si pacifique et paisible, ce qui est vraiment compréhensible. Marco, ça me fait tellement plaisir de le revoir parce que je ne vais pas vous mentir, j'étais certain que lorsqu'on reverrait ce gars-là, il serait torturé, kidnappé, dans un combat épique contre Barbe Noire et à un chou de mourir. Mais finalement, il agit comme un médecin dans la terre natale de Barbe Blanche et il guérit les habitants. Et en ce moment, il est en train de guérir un manticore. Donc, vraiment, il vit une vie paisible et il est devenu le gardien de ce lieu qui était très cher pour Barbe Blanche, évidemment. L'histoire de ce lieu, apparemment, ce lieu-là, ce pays était trop pauvre pour payer leur tribut aux dragons célestes, donc ils n'ont pas pu faire partie de l'alliance du gouvernement mondial. Puis honnêtement, je vais être franc avec vous, en apprenant cette nouvelle-là à propos du pays natal de Barbe Blanche, on réalise à quel point que le gouvernement mondial est tellement pourri et corrompu. C'est incroyable. Parce qu'on a les dragons célestes, ils font littéralement ce qu'ils veulent. Quelles que soient les conneries, quel que soit l'esclavage qu'ils foutent, ouais, c'est pas grave. Ce sont les descendants des fondateurs du gouvernement mondial. Fait qu'ils ont carte blanche sur tout. Étant un pirate, je sais pas moi, ou même pas, on va dire un criminel qui vole une miche de pain pour nourrir sa famille, exécution, pow, c'est fini. Qui est vraiment le méchant dedans? On sait, c'est une question rhétorique, mais vraiment, on voit à quel point que la force de piraterie dans le monde de One Piece est tellement nécessaire. Parce qu'on a un gouvernement mondial qui proclame justice et paix et tout ça, mais vous savez quoi, ils ont besoin de pirates, des Shichibukai, aussi connus sous le nom de Capitaine Corsaire, pour les supporter. Et en même temps, encore, je répète encore, les dragons célestes qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et on a aussi le roi Im, qui est encore inconnu physiquement, mais que ce gars-là, il fait probablement ce qu'il veut, puis on dirait que prochainement, Alabasta va manger une raclée du gouvernement mondial parce que Cobra, c'est beaucoup trop. Et ça, c'est vraiment dangereux. Donc, vraiment, on voit l'allure de l'histoire et le déroulement. Les pirates, c'est des bons mecs, des très bons mecs. On apprend aussi que dans ce pays, la pauvreté était très énorme, ainsi que le taux de criminalité. Donc, Barbe Blanche, quand il est parti à la mer, bref, il est devenu pirate et tout ce qu'il pouvait obtenir comme provision et argent, il renvoyait à son pays. Et donc, quand il est devenu un Yonkou, un des 4 empereurs, ça a vraiment aidé ce pays-là. Et il a vraiment fait en sorte que ce pays devienne prospère. Et même sur tous les trésors qu'il découvrait, sa part, il l'a envoyé à son pays natal parce qu'eux, ils en avaient vraiment plus besoin. Donc, on découvre vraiment une partie amplement noble de Barbe Blanche. On savait qu'il était déjà, parce qu'il considérait tout son équipage comme ses enfants. Mais ce qu'on a découvert dans ce chapitre-là, c'était encore plus beau et vraiment incroyable. Fait que ça honore vraiment sa mémoire à un niveau
plus élevé que de ce qu'on savait à propos de ce pirate légendaire. Venant de Marco, on apprend aussi une information assez intéressante que Barbe Blanche, dès qu'il a quitté sa terre natale, il a dissimulé son identité et son statut. Statut. Ça veut dire qu'il était vraiment haut gradé dans la société de son pays natal. Donc, cela me laisse croire qu'il était peut-être de royauté. Il était sûrement un prince ou même un roi. Mais considérer que son pays était vraiment dans la merde, il n'avait pas d'autre choix de devenir pirate. Juste que le fait qu'il a dit identité et statut, c'est le mot statut qui vient me chercher. D'après moi, oui, je crois que Barbe Blanche, dans son pays natal, il était haut classé, comme un roi ou un prince. Un des deux. Parmi les capitaines corsaires, les Shichibukai, il y a Weevil qui prétend être le fils biologique de Barbe Blanche et son ex-épouse, comment elle s'appelle? Bakin. Ok, honnêtement, au début, quand je les ai vus pour la première fois, ok, c'était une blague. Je me suis dit, c'est impossible. Ah, mais on va pas se mentir, ok? Barbe Blanche, aussi bien qu'il était un vieillard, c'était c'est un beau mec, non? Il avait fier à lui, il était costaud, il avait un gros physique. Ouais, on va pas se mentir, c'était un beau mec. C'était un beau mec. Et là, t'as Weevil qui prétend être son fils, une merde ambulante, puissante, je lui donne ça, mais je veux dire, on va pas se mentir. Et son épouse qui est, on dirait une vieille grand-mère qui est coincée dans une machine à sous de Las Vegas et qui veut tout le temps quitter du monde pour essayer de gagner le jackpot. Mais par contre, ce qui est intéressant dans les dires de Marco, apparemment, Bakin et Barbe Blanche, il y a près de 40 ans de ça, ils ont voyagé sur le même navire étant pirates, tous les deux. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces deux-là, mais il y a une mince chance que peut-être Weevil soit le fils biologique de Barbe Blanche. Et ces deux zigotos-là cherchent l'héritage de Barbe Blanche, mais Marco confirme qu'il n'y a pas d'héritage. Comme tout l'argent que Barbe Blanche avait, il l'a laissé à son village natal. Fait que c'est certain que Weevil, un jour ou l'autre, il va devoir croiser le chemin de Marco et Marco va devoir défendre la terre natale de Barbe Blanche. Je me demande si Marco va quitter la terre de Barbe Blanche temporairement pour rejoindre Luffy et les autres à Wano. Parce que ça laissait un indice que peut-être qu'il pourrait partir juste temporairement, mais ce serait pas étonnant qu'il reste finalement. Parce que, faut pas mentir, il est, il a été le bras droit de Barbe Blanche et on le sait tous qu'il est très puissant. Donc, lui partir et laisser l'île sans protection, ce serait vraiment dangereux. À moins qu'il y ait d'autres membres de l'équipage de Barbe Blanche qui sont là en ce moment, mais même encore là, ce serait vraiment euh, dangereux de les laisser. Et spécialement après que l'équipage de Barbe Blanche, même sans leur capitaine, ils se sont confrontés à Barbe Noire, Mwanchogi Teach, et ils ont perdu. Donc, puis vraiment, les autres membres sont vraiment éparpillés partout. Je crois que ces autres membres éparpillés vont croiser le chemin de Luffy et les autres tôt ou tard. Ça pourrait arriver. Non, ça va arriver. Mais dans quelles circonstances, je sais pas. Bon, finalement, Wano. On sait que Wano sera basé sur l'histoire et l'architecture du Japon féodal. Donc, c'est vraiment pas une surprise. Mais n'empêche que euh, le- la page où on est introduit à Wano, c'est vraiment merveilleux. C'est magnifique. C'est vraiment incroyable à explorer en tant que ville. Et même s'ils ne sont pas alliés au gouvernement mondial, ils sont très prospères. Tout comme le Japon féodal. Et malgré qu'ils étaient coupés du monde, ils étaient très prospères. Et bien sûr, euh, dès qu'on parle de guerriers samouraïs, ils étaient très liés à l'honneur et au sacrifice. On rencontre tous les autres gars, Frankie, Usopp, Robin et Zoro. Ils ont tous emprunté des noms différents pour se fondre dans la masse, pour être sûr de ne pas réveiller des soupçons. Frankie qui est devenu Franosuke, un carpentier. Usopp qui est devenu Usohashi et il vend des médicaments, je crois. Parlons de ça.
On a vu faire une démonstration d'un de ces médicaments, de l'huile de crapaud ou l'huile de grenouille, je crois. Et ce qui est impressionnant avec ça, c'est que premièrement, l'huile marche super bien. Et deuxièmement, je me demande s'il a appris des connaissances médicales euh, lorsque de la pause de 2 ans. Ce serait vraiment incroyable que s'il a acquis des connaissances médicales, qu'il pourrait peut-être partager ça avec Chopper, puis ça pourrait servir vraiment à beaucoup de choses. Robin est devenue Orobi et elle est une geisha. Et on sait qu'elle travaille fort pour avoir une audience avec l'empereur. Et finalement, Zoro, avec son sens de l'orientation qui est vraiment nul, comme d'habitude, il va se faire exécuter au seppuku et il est accusé à tort d'un meurtre qu'il n'a pas fait. Et bien sûr, il est capturé et ça peut le faire, mais bon, on sait que Jacques est accusé d'avoir volé et donné honte à la sépulture de Ryuma, ce fameux samouraï légendaire qui est connu pour avoir tranché un dragon en deux en plein ciel. Mais on sait ce qui s'est passé vraiment. C'est dans l'arc avec Ozzy et tout, il a hérité du sabre du zombie de Ryuma. Mais bon, le sabre Shusui, bon, il s'est fait capturer, mais c'est Zoro, hein. C'est incroyable ce qu'il a fait à la fin de ce chapitre-là, avec une dague qui était ça de long et ça de large. Il a senti que le, le magistrate, bref, celui qui est en chef, était coupable parce il sentait le sang. Et c'est incroyable. Juste avec une dague comme ça, il l'a tranché en deux avec le plancher et une côté de l'architecture. Et wow, ok. Zoro est officiellement mon sabreur préféré de tous les animes et mangas confondus. Wow, c'est juste incroyable. Mais, comme Kinemon l'avait dit, il fallait qu'ils gardent leur identité secrète et qu'ils fassent un profil bas pour pas réveiller les soupçons de Kaido. Mais finalement, bon, vous savez quoi, c'est les pirates à chapeau de paille. La discrétion, c'est pas fort pour eux. Donc, ouais, c'est ça qui va arriver. On dirait que Zoro a pas pu se retenir avec de bonnes raisons. Mais bref, ce chapitre-là était juste incroyable, magnifique à explorer. Oda est encore le maître, et il le sera toujours. Et wow, j'ai hâte de voir le prochain chapitre. Donc, si vous avez des commentaires, des théories que vous voulez partager, allez-y, commentez-moi ça. Et je vous reparle la semaine prochaine pour la prochaine révision du prochain chapitre. Et vous savez quoi? Plus j'ai des abonnés à mon canal, plus je vais faire des tirages que je vais faire tirer des prix incroyables. Donc, s'il y en a plus, c'est mieux c'est mieux pour moi, évidemment, mais c'est mieux aussi pour vous. Donc, commençons la discussion et mes chers corsaires, je vous croise la semaine prochaine. Alors, en attendant, rendez-moi service, prenez soin de vous. Salut!